et à tous, bienvenue pour ce 38e épisode de la 7e saison de Cold Facts qu'on commence avec l'acte 6 de la demi-finale entre Fribourg et Lausanne, remporté par Lausanne à l'extérieur 4-1, ce qui force un acte 7 de tous les dangers pour les deux clubs samedi soir à Lausanne. On va évidemment se projeter sur ce match et revenir sur ce qui s'est passé hier soir. On enchaîne après avec Ajoie qui s'est magnifiquement maintenu 4 victoires à 1, un succès 5-1 contre Viège dans cet acte 5, quadruplé pour Jonathan Eisen. Et puis, on termine en parlant de l'équipe de Suisse qui a commencé sa préparation pour le championnat du monde à Herning, avec aussi une question concernant, ça tombe bien, Genève Servette et Charlin. Et puis, un petit détour par Bienne qui a annoncé plusieurs signatures. Du coup, on s'est dit qu'on allait parler un petit peu du club zélandais. Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment ça va ? Pour la 3e fois de la semaine, ça va bien et toi ? Ça va très bien, je te remercie. Ouais, la grande forme, on a un match de plus cette semaine. Donc on aura des choses à dire après le match numéro 7, vu que Lausanne est allé gagner à Fribourg. Je peux prendre c'est Chris Geiger hier soir qui, en attendant les joueurs du LHC, disait on aura droit à une demi-finalissima. J'ai trouvé que c'était assez bien vu. Je trouve que c'est un très joli terme que je regrette de ne pas avoir utilisé parce que c'est tout juste, une demi-finalissima. Il y a eu les quarts de finalissima, du coup, c'est très bien. Lausanne est allé gagner à Fribourg. Lausanne a été solide et j'ai l'impression que les 50-50 tourne plus en faveur de Fribourg depuis 2 matchs. C'est un peu le sentiment que ça donne, parce que finalement, ce match, Fribourg peut le gagner aussi. Complètement. Mène 1-0, derrière, il y a un cafouillage qui mène au 1-1, mais voilà, Fribourg avait pris l'avantage. Il y a eu des occasions pour revenir. Fribourg n'a pas fait un mauvais match, mais j'ai l'impression que le puck tombe de l'autre côté en ce moment. Je ne sais pas si tu as ce même sentiment à la fin de ce match, et à fortiori de ces 2 matchs. Alors, oui, et... C'est difficile à dire parce que je suis d'accord sur l'ensemble. Mais après, quand tu regardes, finalement, il aurait dû se terminer à quoi ce match ? À 2-2 ou 1,5 à 1,5, mais ça n'existe pas. Il n'y avait quand même pas beaucoup d'occasions. Et ce qui me frappait plus, c'était des fois, plutôt que de dégager le puck, il y avait pas mal de... Tu parlais de cafouillage, et il y en avait pas mal des deux côtés. C'est-à-dire qu'ils essayent des fois de sortir un peu plus proprement, et j'imagine les 9200 spectateurs dans la patinoire, plus les gens nombreux devant leur télé, dire « mais dégage, mais tire, mais dégage ». Voilà. Et des deux côtés. Plutôt que d'essayer le jeu un peu... c'est ces pucks flippés, mais qui sont flippés de manière assez peu forte, qui sont captés par les joueurs, et des fois ça restait en zone de défense, c'était des deux côtés, et je me disais que là, avec l'accumulation de la fatigue, des fois, est-ce qu'on n'a pas un peu on prend pas la bonne décision. C'est plutôt ça qui me frappait, plutôt que les duels. J'essayais de voir un petit peu si effectivement Lausanne était un peu mieux, un peu plus rentrer un peu plus dans l'art de Fribourg, un peu plus de forechecking. C'est sans doute que tu as raison, puisque les scores donnent raison, et c'est pas du bol de la part de Lausanne de s'être imposé, mais on se dit que Fribourg, comme tu disais, ils auraient pu gagner, donc ça se joue à tellement peu de choses ces matchs, mais à la fois c'est pas un coin flip, c'est pas ça s'est décidé sur un truc, mais Lausanne est peut-être à 52 versus 48 ou peu importe, mais un tout petit peu plus quoi. Mais 52, 48 fois, tu le gagnes quand même sur 100. C'est là où ça peut justement basculer dans les deux sens. Mais je pense que si on prend la série dans sa globalité, si on prend les 6 matchs, et on regarde, on se dit, bon, là, ça a peut-être tombé en faveur de Fribourg, alors que ça aurait peut-être plus pu être Lausanne, et l'inverse, etc. Et finalement, le fait qu'il y ait 3-3 et qu'il y ait un match 7, je pense qu'on est en plein dans le tir. Si on regarde les matchs, si on regarde les statistiques, et finalement, ces équipes sont tellement proches depuis l'acte numéro 1, que ça me semble pas usurpé de se retrouver samedi soir pour cette demi-finalissima, du coup, cher à Chris Geiger. Et Lausanne l'a mérité de revenir de 3-1 à 3-3. Finalement, ce qu'on avait toujours dit, finalement, c'était ce 3-3 qui était dur à avoir. Que Lausanne gagne le 3-2 à la maison en étant dos au mur, ça semblait assez logique, entre guillemets.
Par contre, d'aller s'imposer à l'extérieur quand t'es dos au mur, quand t'es mené 1-0 sur une belle action d'ailleurs de Veiserensen. Belle, j'irai encore plus haut. Elle est vraiment magnifique. Quoi. Ouais, non, la petite passe en entrée de zone, il coupe dans le dos de Wardou. Wardou, il sait toujours pas où il est passé, mais dans son dos. Et après, ben voilà, quand tu laisses Sorensen face au but, normalement, ça donne 1-0. Et je pense que du côté de Fribourg, il y a un petit regret, c'est de pas avoir tenu ce 1-0 un poil plus longtemps, voire jusqu'à la pause, parce que derrière Lausanne revient immédiatement à 1-1 et ça change quand même la dynamique de cette rencontre, parce que surtout si Fribourg pouvait avoir un peu plus, se permettre d'attendre un petit peu en zone neutre comme ils le font très bien depuis le début de cette série. Et justement, Lausanne a un peu mieux géré la transition sur ce match numéro 6, j'ai trouvé qu'à certains moments de cette série. Et le fait d'être revenu à 1 fait que Fribourg a continué à jouer un peu plus vers l'avant et a donc un petit peu moins fermé sur les ailes. Et ça a permis aux ailiers d'aller un petit peu plus vers l'avant. Donc je trouve que c'est vraiment ce tournant où bien sûr c'est que le 1-1, puis Fribourg aurait pu marquer derrière. Hein. Mais ce 1-1 a totalement changé la dynamique de la rencontre, clairement. Puis de la série, on verra ça. Ouais, sur la rencontre, c'est quand même... De se dire que c'est ça qui a changé, c'est dingue. Hein, parce que Fribourg a des powerplays derrière. Donc ils ont eu des occasions ils peuvent pas dire ouais non ça nous a coupé les jambes, on était sec, on n'avait plus rien. Or non, il y avait quand même quelque chose. Le box play lausannois a très bien joué pour le coup. Oui. De nouveau assez peu de pénalités finalement du Fribourg et d'une discipline. C'est vraiment très impressionnant. Ils n'ont pas de regret de ce côté-là. Alors que tu pourrais typiquement te dire ah ouais mais bon évidemment si on leur donne 5 opportunités, même si leur powerplay va moins bien, en l'occurrence ces temps-là il va plutôt bien parce que c'est genre 1 sur 1 au match 5 exact. Et 1 sur 1 au match exact. 6, mais c'est assez incroyable, je veux dire, d'avoir autant de réussite malgré tout. Fribourg a quand même là aussi peut-être laissé passer sa chance. Et est-ce que finalement j'ai vu après un tiers, j'étais très surpris, je pense que tu as regardé aussi, tu te souviens qui est le joueur le plus utilisé par Lars Leuenberger après un tiers? Non, j'ai pas regardé. Si je dis pas de bêtises, c'est Julien Sprunger. Parce que ça m'a tellement... Il était à plus de 7 minutes et ça m'a tellement surpris, je me suis dit waouh, alors si c'est... Bon, ok, c'est ton capitaine, mais à 39 ans, avec tout le bien qu'on pense de Julien Sprunger et sa hargne et son envie, je me disais, c'est quand même pas sympa de de l'envoyer, si on projette sur 3 tiers, une vingtaine de minutes à son âge, quoi. Aussi, c'est chaud. Après, il y a un powerplay, il joue quasi tout le powerplay, ou une bonne partie du powerplay, ce qui fait que ça a aussi haussé le nombre de minutes. Mais oui, c'est clair. Mais on en parlait finalement, est-ce que l'énergie allait gentiment commencer à manquer du côté de Fribourg, sans forcément chercher d'excuses, mais d'explications. T'es quand même... Depuis maintenant le début de ces playoffs, pas mal perturbé par les blessures et pas par des joueurs de rôle. On parle de Valmark Sorensen qui était sur la glace avant le match. T'as tes centres numéro 1 et 3 qui sont sur les plots. Tôt ou tard, ça se paye. Et moi, c'est plutôt l'impression qu'en menant 3-1, Fribourg avait tiré la corde et tendu la corde au maximum. Et je me demande si elle a pas cassé en fait. C'est pour ça. Mais après tu me diras, heureusement que t'es pas joueur, comme c'est déjà arrivé plusieurs fois durant ces playoffs. Parce qu'eux ils pensent pas comme nous. Ils ont la mémoire courte. Ils sont là, ben voilà, on a perdu celui-là, on aurait pu le gagner. On va essayer de gagner le prochain on va repartir à 0-0 à la première minute et puis on a 60 minutes pour aller gagner, c'est sûr. Mais quand tu regardes les dynamiques actuelles, j'ai quand même l'impression que Lausanne a fait un sacré pas en avant. Surtout que les statistiques, elles sont pas en faveur des Fribourgeois. On se rappelle, les matchs 7 à l'extérieur, c'est compliqué d'aller gagner. Fribourg l'a fait une fois cette saison, donc preuve que c'est pas impossible. D'ailleurs, ils en ont tous parlé après le match jeudi soir. À raison, évidemment, vu qu'ils sont dans la même situation. Par contre, gagner 2 matchs 7 à l'extérieur dans les mêmes playoffs, c'est jamais arrivé. Ouais. Il n'y a jamais une équipe qui l'a fait dans l'histoire du hockey suisse, de gagner 2 matchs 7 à l'extérieur. Et gagner 3 matchs à l'extérieur dans une même série, c'est arrivé qu'une fois. C'est Davos en finale contre Cloton, fin des années 2000. Alors justement, je me suis perdu parce que je regarde exactement ça. Davos 2009, qui gagne le titre en faisant 3 fois. Ils ont fait 21 matchs, le maximum. Ouais, ils gagnent en 21. Ouais. Et ils gagnent le premier tour à domicile. Ils gagnent le deuxième tour contre Fribourg à domicile.
Et ils vont gagner à Cloton le match 7, un lundi de Pâques. Et c'est 2-1. Je regardais l'équipe, la Mannschaft, la 4e ligne qui était annoncée, c'était Taticek, Burgler et puis Sikora. Alors, tu me diras, c'était peut-être la première, mais elle était posée différemment puisqu'ils étaient à l'extérieur. Et puis en 13e attaquant, Leblanc. Waouh, c'était vraiment... quand tu regardes Cloton, tu te dis, mais comment ils ont pu faire pour tenir aussi longtemps, arriver en finale et tenir aussi longtemps contre un Davos avec... En plus, il y avait les Phonarks, Rizzi, Reason. C'était vraiment très, très impressionnant. Et Genoni au goal, déjà à l'époque. Et donc, ils ont gagné 3 matchs à l'extérieur dans la même série. Et en plus, contre Cloton, donc dans le match 7 à Cloton. Et on parle pas de Cloton, je me rappelle plus le résultat à domicile de ce Cloton de cette année-là. Ouais. Mais par contre, le Lausanne de cette année, on s'en souvient, oui, Fribourg allait gagner 2 fois là-bas, 3 si on prend le 0-2 en fin de saison régulière. Mais on parle d'une équipe j'avais écrit le mot injouable à domicile. Force est de constater qu'elle est jouable à domicile, mais elle est sacrément dure à battre, à manœuvrer. Et là, il va falloir faire un exploit quand même assez immense pour se qualifier, j'ai l'impression. Mais, alors, je suis évidemment d'accord avec toi. Et les stats, on disait, c'est 40-49, 40 victoires sur 49 matchs en Game 7, ce qui nous fait à peu près 80%. Donc, quand on dit 50-50, c'est plutôt 80-20. Mais dans ces playoffs, Lausanne a gagné son match 7, Fribourg est allé gagner son match 7 à l'extérieur. Donc, c'est vraiment du 50-50. Mais j'ai l'impression que Lausanne est allé gagner ce match 5 à domicile. C'est peut-être là qu'ils ont repris ils ont repris conscience qu'ils étaient de nouveau très forts à domicile, mais Fribourg a cette capacité à être, avec son jeu extrêmement structuré et défensivement, où c'est leur jeu, ils vont plutôt partir en contre. Est-ce que c'est pas plus intéressant pour eux d'être dans la position un peu attentiste et de filer en contre avec la vitesse d'un Sorensen plutôt que d'être à domicile où tu disais il faut un peu plus ouvrir le jeu? Ouais, en tout cas, c'est le style de jeu qui convient. Si tu te rappelles du match 7 à Berne, c'est sur ça que Fribourg-Gotteron avait bâti aussi justement cette victoire là-bas. C'est d'avoir été hyper opportuniste sur une des premières occasions, alors qu'on rappelle qu'avant, Berne avait été dominant, Berne avait été très bon, avait fait 2-3 gros arrêts avant. Il y a eu ce but de Ljunggren qui avait finalement tout débloqué et Fribourg derrière avait pu dérouler. Mais oui, ça va demander une résilience assez importante du côté de Fribourg. On parlait avec Leuenberger à la fin du match et c'était drôle parce qu'il y a 2 personnes qui étaient présentes dans le couloir, 2 journalistes qui étaient présents déjà dans le couloir au moment où les équipes quittaient le banc, qui ont les 2 raconté à quel point il était furax, Leuenberger, en quittant son banc, et il a juré visiblement en suisse-allemand, et la personne ne parlait pas le suisse-allemand, ou en moldave, on ne sait pas, mais en tout cas pas en français ni en anglais, en quelque chose, mais je pense quand même pour du Saint-Gallois, qui n'est pas l'allemand le plus dur à comprendre, soit dit en passant, et celui de Leuenberger est assez simple, je trouve, pour quelqu'un qui parle un peu l'allemand, normalement avec le Saint-Gallois tu t'en sors, bon, en tout cas moi, après, je ne sais pas si j'ai du sang Saint-Gallois, et je l'ignore, mais toujours est-il qu'il était furax. Et puis je me suis dit, oula, attention, sorti du vestiaire, alors qu'on l'a pas vraiment connu comme ça, ou volcanique, on va dire. Et non, il est arrivé, il était plutôt de bonne humeur, ou de bonne composition. Humeur, je dirais plutôt non, parce qu'il vient de perdre un match 6 à la maison, mais de bonne composition, et il était même assez comment dire, taquin, on va dire ça comme ça, à l'interview. Puis quand je lui dis, c'est jamais arrivé qu'une équipe gagne 2 matchs 7 à l'extérieur dans les playoffs dans l'histoire du championnat suisse, puis il dit ouais mais tu sais c'est jamais arrivé que Fribourg-Gotteron gagne la Coupe Spengler avant cette année, puis on l'a fait, donc pourquoi pas. Et il dit voilà, moi c'est mon message aux gars, ce soir on n'est pas passé loin, le match d'avant à Lausanne on n'est finalement pas passé loin, il y a eu que 2-1, là il y a eu les 4-1, mais les 3 et 4 dans la cage vide ils comptent évidemment, surtout si t'as parié plus de 4 buts et demi comme certaines personnes. Bravo. Ouais. C'est ce que j'imaginais, qu'il y ait des cages vides et que ça puisse faire passer le truc, mais la deuxième, je m'y attendais quand même pas. Voilà, c'est 2-1 à 1 minute de la fin, et puis il y a la cage vide. Le match à Lausanne, c'était également un 2-1, c'est des matchs ultra serrés. Dans leur esprit, ils vont là-bas jouer un coin flip, même si nous, on sait rien de plus qu'eux, mais on a l'histoire qui nous... en fait, c'est là où on a
on a deux visions, où eux ils sont à court terme et nous on est à moyen voire long terme tout le temps ou régulièrement. Bah nous on prend les stats aussi, c'est simplement ça quoi. C'est des cold facts finalement. C'est le 40-49, tu peux pas dire ouais, j'en ai rien à faire. Enfin, si, tu peux, mais nous, on est obligé quand même, quand on prépare un truc, de dire, bah voilà ce que l'histoire nous dit. T'as le 100e ATP qui va contre Federer à Wimbledon, il peut pas commencer à dire, bah on est un contre un. On est deux êtres humains, on a une raquette. C'est 50-50, hein. Bah oui, alors dans les faits, ouais, mais non, c'est pas vraiment comme ça que va se passer les statistiques. Là, c'est la même chose. Par contre, bah, je disais avant, tu me parlais de 52-48, mais 48 fois ça passe. Bah là, si c'est 85-15, 80-20, 75-25, peu importe le chiffre que tu veux donner, il y a quand même une fois sur 4 ou une fois sur 5 où ça peut passer. Et c'est à ça que Fribourg doit s'accrocher. Et dans un match décisif, on le disait, je pense, avant le match 7 à Berne, si t'as Reto Berra devant le filet, t'as une chance de le gagner ce match 7. Si t'as un autre gardien qu'on pourrait qualifier de moyen, et je parle ni de Pache, ni des gardiens qui sont encore en lice actuellement, parce que Hrubesch et Schliemann sont des gardiens qui peuvent aller gagner des matchs 7 à l'extérieur, les 4 je pense, mais t'as Berra, donc t'as un gardien qui est capable de le faire et qui a une expérience suffisante pour gérer. Bah, d'ailleurs, en parlant de Reto Berra, est-ce que parce que j'entendais un peu des gens dire ah, Berra, il y a un goal sur la conscience. Alors je pense que c'est évidemment beaucoup plus le 1-1 de Rochette. J'ai cru que c'était une déviation, moi, devant. Je pensais qu'il était dévié, ouais. Puis en fait, visiblement, c'est quoi ? C'est le gant de Berra qui se la met un peu. Il la dévie, il la freine, mais il la dévie pas. Ouais. Et tu te dis, est-ce que tu peux vraiment l'accuser d'avoir été moins dominant ? Il prend 2 goals. Moi, c'est... Si tu t'en viens à pointer du doigt Berra parce qu'il a encaissé 2 goals, et finalement tout ça c'est valable avec n'importe quel gardien. Si t'as encaissé que 2 buts de ton gardien sur plus d'une trentaine de shoots, quoi, je crois qu'il est à 93% d'arrêt, quand même difficile de lui jeter la pierre, non ? Ouais, je suis d'accord. En plus, il est masqué au départ du shoot. Il y a Jérémy Gerber. Attends, j'ai un tout petit doute. 34. Oui, je crois que c'est Jérémy Gerber, c'est juste qu'il est devant lui, il voit pas le départ du shoot, puis ce qui donne cette impression-là, c'est que justement il touche le puck, donc tu dis ouais, il est tellement pas passé loin que, mais c'est un tir qui vient de pas loin quand même. Il y a un cafouillage, il fait un arrêt déjà juste avant. Moi je trouve que de mettre ce but, de dire qu'il est sur la conscience de Berra, c'est quand même assez dur parce que... Ou qu'il accorde des rebonds, tu sais, c'est un peu qu'il n'accordait pas au début, j'étais un peu là, ouais. Sur le deuxième, le tir de Suomela est quand même un tir difficile, il y a des gens devant lui demander de faire l'arrêt propre et net, c'est quand même difficile. Après, évidemment, il est tout décalé. Oksanen joue très très bien le coup. Moi, c'est là où je voulais en venir. Je pense que plus que de voir le rebond de Berra, faut mettre en avant le jeu d'Oksanen et la vision de jeu d'Oksanen, parce que d'avoir l'idée de faire cette passe à ce moment-là alors que tu as un Fribourgeois juste à côté de toi et il a Dave Souter qui est pas loin, de penser à aller chercher Damien Ria de l'autre côté du slot, ouais, c'est quand même sacrément solide. Puis ouais, ce rebond, si tu regardes le tir de Suomela, il est pas simple à capter quand même, je trouve. Après, bien sûr, dans un monde idéal, il peut le bloquer, hein, bien sûr, mais ce qu'on va lui demander, c'est quand même de faire le premier arrêt, et derrière, c'est devant lui où ça doit déblayer. Bah ça, ils n'ont pas déblayé devant lui, et c'est, bah voilà, ils sont un de plus, Lausanne sur la glace, donc forcément, t'as 5 chances sur 9 d'avoir le bon joueur au bon endroit pour faire les rebonds. Bah là, en l'occurrence, Oksanen, il est où ça fait mal. Il va jouer dans les endroits cruciaux, on va dire ça comme ça. Et donc ouais, ce jeu, je le trouve assez beau quand même. D'ailleurs, pour revenir sur la première ligne lausannoise qui était on va dire mise en cause après la série contre Languedoc, en disant ouais, ils n'ont pas été aussi dominants que ça, et surtout au début de série contre Fribourg, on a l'impression que sur les 3 derniers matchs maintenant, il y a sur le premier, Fribourg a gagné, donc il y avait 3-1, mais on sentait quand même que Oksanen avait marqué, Ria avait marqué, Suomela était aussi un petit peu plus impactant. Il y avait quelque chose qui était en train de bruisser finalement, et ça se voit un petit peu plus maintenant. Est-ce qu'elle est
totalement dominante à la Malguin Andrighetto, clairement pas. Mais on sent quand même que les pièces semblent se remettre un tout petit peu plus en place. Est-ce que ça va durer? Alors ça, c'est la question à 1000 francs, mais je les trouve aussi un tout petit peu plus présents. C'est-à-dire qu'Oksanen joue vraiment son rôle un peu à la Sekac aussi, où il va devant, tu disais. Et Suomela, même s'il marque toujours pas, il fait ces jeux qui font que Lausanne arrive à marquer. Ouais, je suis d'accord. La première ligne, elle a de l'impact. Au-delà du fait que les matchs précédents, elle prenait pas forcément de but. Elle était souvent matchée face à la ligne de Sørensen. Mais t'attends plus quand même de ta première ligne. Surtout, je pense, là, encore une fois, nous on réfléchit à long terme. Et on se dit, ouais, mais si cette première ligne ne tourne pas, ça va quand même être compliqué d'aller au bout avec cette équipe de Lausanne. Et quand tu gagnes la saison régulière, l'image le but, c'est quand même d'aller au bout. Je dis pas que c'est le titre ou rien pour Lausanne et tout autre. C'est pas là où je veux en venir. Absolument. Mais si tu réfléchis un peu loin, tu dis ouais, mais si cette première ligne ne commence pas à tôt ou tard tourner, est-ce qu'il faut pas chercher des solutions? Et on rappelle qu'un match, Oksanen a quand même été en tribune, hein, et il a changé sa première ligne pour justement essayer de changer quelque chose. Faut croire que ça convenait pas à Jeff Ward non plus. C'est pas que you guys are looking for problems. Visiblement, ils ont aussi vu qu'il y avait des problèmes et c'est pas juste you guys. Après, dès qu'ils vont commencer à remarquer, c'est le cas maintenant, tu diras bon voilà, on a eu raison de revenir à cette première ligne qui avait fait ses preuves en saison régulière. Et avec les matchs, visiblement, c'est en train de prendre le rythme. Mais c'est vrai qu'un Suomela, ça fait quand même les deuxièmes playoffs de suite où on est un peu à se dire ouais, c'est un super joueur, moi j'aime bien le voir jouer. Mais 2 fois en playoff, tu te dis un peu ouais, moyen, quoi. Même si je trouve que plus les playoffs avancent, plus il a tendance un peu à disparaître. Et on l'a vu, Rochette qui marque le 1-1, c'est son premier but et son premier point dans cette série aussi, alors qu'il avait été très bon durant la première série de playoffs contre Langnau. Et là, c'était de nouveau devenu compliqué. Alors moi, je l'ai mis dans mon héros inattendu dans mon compte-rendu de match, dans mes faits marquants, parce qu'effectivement, moi, au bout d'un moment, je m'étais dit, Rochette, cette série, c'est pas pour lui. Peut-être qu'il sera meilleur contre Zurich s'il a un peu plus de place pour travailler avec une équipe de Zurich, peut-être qui va être plus offensive, voilà. Et donc qui va laisser plus d'espace en contre que Fribourg-Gotteron, mais cette série elle est pas pour lui. Il a quand même trouvé le chemin du filet justement sur ce 1-1 qui était hyper important. Pour ça que j'ai héros, c'est un bien grand mot, mais inattendu. Par contre, pour moi, c'était clairement le cas. Et à l'inverse, tu parles de la première ligne lausannoise qui tourne. Moi, j'ai le gros problème du côté de Fribourg-Gotteron. J'ai l'impression qu'en fait, quand tu regardes le match, t'attends le retour de la première ligne. Et est-ce qu'on n'est pas en train de revivre finalement le Fribourg-Gotteron de l'année passée, où au moment où Valmark et Sørensen sortaient, on dit ils reviennent dans quoi, 3 minutes? Allez, ok, on peut écrire 2-3 choses, on peut regarder ce qui se passe à Davos Zurich parce qu'il va rien se passer offensivement. Puis ils sont de retour sur la glace, ou alors un powerplay. Et là où l'année passée il y avait pas de circonstances atténuantes ou pas autant, là tu dis ouais, mais attends Gaillard, notre centre numéro 2 passe en centre numéro 1. Notre centre numéro 3 est sur les plots, donc on a Valzer qui passe de 4 à 3. En 4, on a des joueurs qui sont inexpérimentés. Et en centre numéro 2, on a le centre de Turgovie. Ouais, désolé, ça devient un peu plus compliqué. Donc c'est normal que la solution ne puisse venir que de cette première ligne. Ça, je l'entends pas que, mais beaucoup. Parce que ça n'a pas été le cas dans toute cette série au passage. Non. Mais je trouve que là, les lignes 3 et 4... tant samedi que 2, 3 et 4 même, tant samedi que jeudi, on les a assez peu vues, elles sont assez peu créées d'occasion. Et voilà, Veil, Sørensen, Schmidt, c'est une bonne découverte, même si Schmidt fait un très mauvais match. Je trouve ce jeudi, il a vraiment pas été bon. Mais cette ligne-là, globalement, elle fait le jeu, elle est capable de se créer des occasions. Sørensen, de toute façon, je posais la question à mon voisin, est-ce qu'on peut être mauvais en jouant avec Sørensen? J'ai l'impression qu'en fait, il va faire en sorte qu'il va tellement attirer à lui toute la défense et toute la tension que autour c'est facile pour un bon joueur de hockey bien entendu, mais c'est quand même plus facile de jouer. Et Veil paraît bien aussi, parce que je pense que Sørensen prend tellement de place sur la glace que ça lui permet d'opérer. Et je pense que il a fait un vrai pas vers l'avant, mais tu vois de temps en temps il veut chercher Sørensen, là où Valmark le ferait les yeux fermés, la passe dans le dos. Lui, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils se connaissent un petit peu moins, ils ont moins joué ensemble, mais les automatismes, c'est vraiment pas mauvais cette ligne, au contraire, moi je trouve qu'elle tient bien la route. Mais il manque la petite étincelle, et quand tu perds 2-1, 2 fois de suite, c'est que t'as pas eu la petite étincelle à un moment, dans le dernier tiers, le petit coup de génie et le powerplay. Le powerplay de Fribourg est pas bon.
À part ça, je me suis quand même demandé, Sørensen, sans rien enlever à son mérite, des fois, la vitesse dont il fait preuve pour aller en avant et le back-check, quand il dit « Ouais, moi, je suis pas un bon back-checker », tu dis « Mais back-check, c'est aussi la vitesse. » Donc, normalement, je me dis, le coup de patin, si tu l'as pour aller en avant, tu l'as pour essayer de patiner en arrière. Enfin, pas patiner en arrière, mais pour revenir et essayer de gêner le Là, joueur. va beaucoup plus vite quand il a une carotte devant le nez, je peux te garantir. En parlant de carotte, justement, je me suis demandé si Sørensen ne voulait pas dire carotte en suédois, parce que des fois, je me dis, il spécule, c'est assez dingue. Et il le sait, qu'il il est fort. Mais des fois, je le voyais, il partait un peu en se disant peut-être que Fribourg va récupérer, puis il faisait son petit tour à la ligne rouge en se disant, et là, il peut être tellement dangereux, effectivement, si tu le trouves à ce moment-là, si la passe arrive, waouh. Mais je rigolais et je disais à Chris, est-ce que tu sais comment on dit carotte en suédois? Est-ce que ça se dit pas Sørensen? Non, parce que t'étais juste au-dessus. Mais... L'âne et la carotte, ça avait rien à voir, mais je pense que l'âne va quand même toujours plus vite quand il a une carotte devant le nez. La carotte, je pense, c'est plutôt le but du côté de Fribourg-Gotteron. Donc, dans l'autre sens, le but, son propre but est moins attrayant, j'ai l'impression. Il y a un ancien confrère qui disait certains joueurs connaissent pas le nom de leur gardien, ils leur disent bonjour une fois par saison. C'est au début pour se présenter, puis après, ils s'en approchent plus. Je pense qu'on n'en est pas là avec Sørensen, mais c'est vrai que c'est un joueur ultra offensif et il en faut, et Fribourg a suffisamment de joueurs, et justement quand tu as un Schmidt sur la même ligne que lui, même un Wallmark qui est un défenseur qui est quand même bon, qui est capable de travailler les fameux 200 à la patinoire, quand tu as deux joueurs comme ça avec lui, c'est clair que ça aide aussi. Mais Fribourg-Gotteron va pas pouvoir aller gagner à Lausanne, tu me diras, on verra, mais s'il n'y a pas d'autres lignes qui se lèvent à un moment, et on l'a vu, le but numéro 1 à Berne, c'est pas Sørensen, c'est pas Wallmark qui est encore là, c'est Ljunggren qui va le marquer, ce but numéro 1 à Berne, alors que personne l'attend. C'est les défenseurs, c'est Streulet, c'est Souter, ça fait erreur. Et c'était venu justement des seconds couteaux, parce que ou des joueurs, pas des seconds couteaux, parce que Souter, c'est un des meilleurs défenseurs de Gotteron cette saison, et Streulet était très bon. Mais c'est des seconds couteaux offensifs, on va dire ça comme ça. C'est pas ceux que t'attends en premier quand tu vas devoir aller marquer des buts. Et là, désolé, ça va redevenir le nom. On va pas encore faire 2 heures sur cette série parce qu'on a bientôt fait le tour, je pense, et on peut parler encore un tout petit peu de ça. Tant que Christophe Berchi va pas réussir à être efficace à un moment ou un autre, et là, il se crée de nouveau 2 occasions. Oui. Centre de Lilia, il est seul dans le slot. Alors, complètement, il a le droit de le rater. C'est pas une chance à 100% de but. C'est pas un expected goal. Évidemment que non. Ça reste une probabilité pas haute de marquer, mais au bout d'un moment, c'est une accumulation, les expected goals. Puis quand tu rates 10 occasions à 0,2 expected goals, tu as raté 2 buts escomptés. Ça veut dire que 20% du temps, il y en a quand même, ça devrait rentrer. Lui, le problème, c'est que tous ces 20% du temps où ça pourrait rentrer une fois sur 5, ça rentre jamais. Depuis le début de ses playoffs, le seul but de Berchi sur ses playoffs, c'est le truc de Radeborn, où il se le met au fond à une sorte de dégagement, il met le puck au but depuis la bande, c'est son tir le moins dangereux des playoffs, il a fini au fond, comme quoi il faut toujours mettre le puck au but, ça c'est un bon rappel quand même. Mais cette ligne avec Ljunggren et Lilia, on en parlait avant cet acte 6, qu'à un moment il faudrait qu'elle produise quelque chose. Elle produit du jeu, mais elle produit pas du scoring, et quand tu viens de faire 2 matchs avec chaque fois un but dans chaque match, il te manque l'étincelle qui vient de quelque part, et ça doit venir de là, je pense. Je suis convaincu que ça doit venir de là, et ça va pas venir. Les premières lignes, je les vois s'équilibrer sur un match 6, surtout peut-être avec Ward. Il est malin, Jeff Ward. J'ai pas l'impression qu'on doit lui apprendre à coacher. Il sait très bien que s'il arrive à museler cette première ligne fribourgeoise, derrière, ça va être beaucoup plus simple pour lui. Surtout à la maison, il va pouvoir lui matcher ses propres lignes. Et est-ce qu'il va mettre Oksanen Suomela-Ria face à la première ligne fribourgeoise en disant on va égaler cette première ligne, et derrière, notre profondeur devrait nous faire passer? À voir. J'ai juste encore une petite question pour toi au niveau des blessés. C'est un thème qui est quand même assez récurrent. D'ailleurs, du côté de lausannois, il faut pas avoir un nom qui commence par H, parce que Holdener, Ugly, Eldner, Hammerer. T'es là à peu près. Chaque fois, t'es sur les plots. Est-ce que entre Marchand du côté fribourgeois, qui est le seul qui peut potentiellement revenir, et du côté lausannois, on va dire que c'est Boson, Eldner, Raffel, Ugly, en gros, les 4 suspects qui pourraient amener quelque chose à Lausanne. Moi, j'ai l'impression que Raffel, on le voit pas.
c'est pas pour tout de suite. Boson, on le voit souvent dans les patinoires. Visiblement, il a un peu touché à 4 endroits sur le corps. Lequel de ces endroits est le plus handicapant pour jouer? Je ne sais pas. Ah, c'est sérieux ce que tu dis? Oui, c'est quelqu'un m'a rapporté qu'il a dit à un ancien joueur, je suis touché ici, puis aussi ici, mais typiquement, ça peut totalement être des trucs, parce qu'on dit toujours quand il y a un match 7, ah mais s'il y avait un match 7, il aurait joué. Eh ben, la question, voilà, elle se présente. Il y a un match 7. Est-ce que tu penses que on peut peut-être revoir quelqu'un entre Marchand et ses joueurs lausannois? Honnêtement, j'en ai pas la moindre idée. Vraiment, ce serait de la spéculation pure. On a vu Marchand à la fin du match aussi, il était là, il marchait sans béquille, sans rien, mais j'adorerais avoir les informations. et même là les équipes s'entraînent pas ou peu, les gens sont pas enclins à nous parler de ça, donc c'est vrai que mais c'est une thématique, tu as 100% raison. Qui pourra être sur la glace? Mais du côté de Fribourg, tu as quand même une certaine stabilité où il y a que Marchand qui manque, dans le sens où tu sais que Delarose, Valmark, Streulet, Dufner, même si on n'en parle plus parce que ça fait assez longtemps, mais ne reviendront pas. Eux, c'est sûr. Il n'y a que Marchand en point d'interrogation. À Lausanne, c'est vrai qu'il y a plus de points d'interrogation. En tout cas, à l'externe. Tu sais, si ça se trouve, à l'interne, ils savent déjà que X, Y ou Z est en fin de saison. Ugly avec des béquilles, peut-être qu'ils savent qu'il en a peut-être pour 2 semaines. Et puis donc, 2 semaines, c'est Marbella, quoi. Donc, j'en sais 2, ouais, on est pas encore en finale. Si Lausanne se qualifie. Mais les autres, moi, on m'avait dit qu'Amerer, ce serait plus embêtant que ce serait pas du court terme, et c'est en train de se préciser vu qu'on l'a pas vu depuis un moment, donc non, c'est dur à dire. Par contre, je voulais terminer là-dessus, petit point, mettre un point sur Payuniami, qui a de nouveau fait un très 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 bon match à Fribourg. Je trouve qu'il est solide, je trouve qu'il amène de l'intensité, il amène un jeu physique, et on parlait qu'on voulait le voir en play-off et on l'a pas beaucoup vu depuis le début de ses play-offs. Puis là, sur cette série contre Fribourg, je trouve que chaque fois qu'il joue, il est bon. Ça rajoute à la mythologie du guerrier, mais de le voir débarquer avec sa visière intégrale, le cocard, et tu dis ouais bon, lui il peut plonger la tête la première sur le puck, alors que si ça se trouve il a juste pris le coin d'une porte. Non, c'est pas le cas. J'ai vu comment il s'est fait mal. Mais ça rajoute un petit peu au côté lui c'est vraiment un bonhomme, quoi. Il y va, hein. Ouais. Mais même au-delà de ça, je trouve qu'il amène vraiment de l'intensité dans sa ligne. J'aime vraiment bien ce qu'il fait, et je suis content parce que durant la saison on avait quand même un peu dit qu'il fallait pas juger forcément Payuniami sur cette saison régulière, mais qu'en play-off c'est là où on verrait ce qu'il vaut. Je crois qu'on l'a pas dit à ce podcast parce que c'est pas intéressant pour nous, mais je pense à la même chose de Brendan Lemieux à Davos, où on se disait ok, saison régulière c'est pas fait pour lui, attendons les playoffs. Bon, en playoff il a pris 4 matchs de suspension, donc on a vu, on voulait voir, on a vu. Bon, c'est la dernière fois qu'on parle du HCA cette saison. Je parie que nos amis à Julo sont très contents. T'es sûr que c'est la dernière fois? Peut-être qu'il y aura des transferts à... Alors, c'est la dernière fois qu'on parle d'un match du HCA Joie cette saison, et je parie que nos amis à Julo sont très contents que c'est la dernière fois qu'on en parle. Quadruplé de Jonathan Eisen. Début du match, il a dit « Moi, c'est bon, j'en ai plein le dos. » Triplé en 10 minutes au début du match. Fertig. Honnêtement, je pense que si on réécoute tout ce qu'on a dit sur cette série Ajoie-Viège depuis le début, on disait qu'Ajoie allait se sauver, que c'était la différence entre ces deux équipes, même si elle était menée à 0, même si Viège a fait une bonne série, même s'il y a eu des prolongations, au final, le talent te gagne certains matchs. Et quand la différence et la disparité est telle contre ces deux équipes-là, c'est normal que ça finisse par passer. Tout comme c'était normal que Lugano finisse par s'en sortir contre Ajoie, comme c'était normal qu'Ajoie finisse par s'en sortir contre Chaux-de-Fonds. Les séries aux 7 matchs, à un moment, les choses se remettent dans l'ordre, j'ai l'impression. Oui, il peut y avoir une exception. Et c'est aussi pour ça qu'à 3-1 pour Fribourg, vu qu'on peut revenir encore 2 secondes là-dessus, vu qu'on vient d'en parler, c'est aussi pour ça qu'à 3-1 pour Fribourg, tu dis, mais je me demande si là, il peut y avoir un petit changement à ce moment-là. Et moi, j'avais parié Lausanne tant le match 5 que le match 6. Je sais pas si je le ferai sur le match 7, on verra, mais parce que tu sens certaines dynamiques. Alors là, on parle pas du même écart. L'écart entre Ajoie et Viège, ça n'a rien à voir. Non. Ça n'a rien à voir entre les deux équipes, entre les deux séries d'ailleurs. Mais c'est pour ça que de temps en temps, sur une série 7, oui, tu peux mener 3-1, mais quand on nous dit le 4e match, c'est le plus dur à gagner, d'ailleurs, Leuenberger a dit c'est pas vrai, je suis pas d'accord avec ça. Mais bon, c'est ça. Mais la plupart des gens nous le disent, le 4e, surtout ceux qui sont menés d'ailleurs, disent le 4e, c'est le plus dur à aller gagner. Parce que justement, réaliser 4 fois l'exploit, si t'es le petit, d'aller gagner 25-75, on va dire, pas un coin flip du coup, mais de gagner
4 fois sur 7 un match où t'es pas favori, où t'es moins bon, où t'es dominé, bah ça commence à devenir vraiment difficile. Et on se rappelle justement des séries où c'est eu arrivé, c'est assez rare. Et là, on l'a bien vu, Viège mène 1-0, Viège aurait pu mener 2-0. Et ça ne s'est pas passé comme ça. Et puis derrière, c'est vraiment la machine du HC Ajoie au final, elle a roulé. Et puis là, on a vu dans ce match 5, c'était plié, quoi. Ouais, quand il y avait 3-0 lors du match précédent aussi, là, tout d'un coup, Viège ne trouve plus de solution pour les marquer. En même temps, tu l'as aussi très justement dit, sans Brodecki, là, c'était Alessio Beglieri qui était au goal. Donc, t'as même pas Robin Mayer qui, j'ai cru lire qu'il est-ce qu'il était malade quand il a dû sortir après le 1-0, l'autre fois où on était tous un petit peu surpris de voir pourquoi il était sorti, puisque après un goal, normalement, tu laisses ton gardien titulaire. Mais Beglieri, c'est cool, ça lui fait de l'expérience. C'est un très bon jeune gardien, il n'y a aucun problème. Mais on te demande quand même d'accomplir un peu la montée, j'allais dire la montée de l'Everest, mais maintenant ça a l'air d'être tellement moins difficile que par le passé de monter l'Everest que c'est même plus une bonne remarque. Mais par contre, Oula Palvé aussi, 3 assists, 1 goal. Et le fait de pouvoir jouer à 4 étrangers, à un moment on se disait ouais, mais Ajoie va devoir en enlever 2. Certes, bien sûr. Puis après on a regardé le contingent de Viège, on se disait ouais, mais eux ils en ont même pas 4, ils en ont 3 et Nunn ne joue pas beaucoup, donc tu te retrouves finalement à 2,5 face à 4, parce que c'est vraiment 4 très bons, avec des gars qui ont envie de se battre, des Devos Sazen, avec Onka qui est un des tout bons défenseurs du championnat de Suisse, avec Palvé qui peut entrer, avec Brennan si jamais t'en as un qui tombe, t'as quand même Belmar qui est indispensable à cette équipe. Il y avait quand même beaucoup de petits hints, de petites choses qui faisaient dire que là, si Ajoie n'arrivait pas à sauver, il y avait quand même un gros problème du côté du Jura, et ils auraient sorti de nouveau les Julien Vauclair fait n'importe quoi, etc. Où on a un peu cette espèce de chasse aux sorcières du côté du Jura quand ça va pas, puis que certaines voix s'élèvent pour dire ouais, mais le budget est tant, puis tu fais ouais. Calmez-vous quand même, c'est clairement pas simple, mais on voit quand même la différence entre le meilleur de Swiss League et le moins bon de National League. Ouais, alors le meilleur, ça faut aussi le dire un peu vite, parce que c'était pas la meilleure équipe de Swiss League, mais le champion, ça t'as raison, hein, à la fin c'était, oui. Mais c'était peut-être pas forcément la meilleure équipe de Swiss League. C'est l'équipe de Swiss League qui est arrivée à gagner le titre et qui a trouvé un moyen de gagner le titre alors que les autres se faisaient dessus, on va dire ça comme ça. Palvé qui finit cette saison par une bonne note justement avec ses 3 passes décisives, lui qui a une saison franchement compliqué. Il avait signé 1+1 avec option, je sais pas si l'option sera activée. Et si on me dit ouais, mais c'est le club, le club je sais pas s'ils vont le regarder. Ouais, mais c'est le joueur, je sais pas si le joueur il va vouloir rester. Ouais, c'est les deux. Peut-être qu'ils vont se taper dans la main et puis dire bon, le bout de papier là on le met au feu. On le met au feu, ou on le recycle. S'il te plaît. Ouais, c'est chiant. Et je sais pas, j'arrive pas à me dire que Oula Palvé sera de retour la saison prochaine. Je sais pas, je vois pas ça comme ça. Et en même temps, j'ai pas d'informations. C'est un feeling où je me dis, mais si t'es à Joie, tu te trouveras pas peut-être mieux sur le marché, surtout que Julien Vauclair, en dénichant un joueur tel que Anthony Onka, Nettinen, Turkulainen, il a prouvé qu'il avait une bonne filière. Alors s'il prend 3 étrangers ou 3 ou 4 étrangers, puis qu'il y en a de temps en temps un qui est pas une réussite totale comme Palvé, ça fait partie du jeu. Je pense pas qu'il y a un GM qui peut dire j'ai fait toujours tout juste, donc c'est normal qu'il y ait des erreurs. À son crédit, Nettinen, Turkulainen est en cours de saison d'avoir chopé Anthony Onka, et ça, encore une fois, je ne comprends toujours pas comment ce joueur est tombé dans les filets de Julien Vauclair. Et encore une fois, je suis pas en train de déprécier Ajoie, mais je me dis que s'il y avait un club qui était malin, aurait dû prendre ce joueur, ouais, tôt ou tard. Scouter, quoi. Ouais, maintenant il y a la connexion finlandaise là-bas, il y a Utenen dans le staff, il y a Numelin dans le staff, il y a des Finlandais établis, ça joue, hein, c'est clair. Mais quand même, ce joueur, il est tellement fort. Et avis à ceux qui mettent les prix à Hockey Manager la saison prochaine, s'il vous plaît, pas trop cher, je vais vouloir le prendre dès le jour 1, celui-là. C'est un peu le Sarri-Järvi d'Ajoie, finalement. Et on a vu Sarri-Järvi, il a pu rester un bon moment à Langnau avant de tenter l'expérience dans un club un peu plus huppé. On parle du HC Ajoie, là. C'est pour les Ajoulots, Langnau.
En hommage à notre ami Geoffrey. On salue s'il nous écoute. En parlant, depuis Erisao, en parlant d'Ajoie, on a quand même une question de François Tournier. Elle est venue mercredi soir, mais ça change pas la question, étant donné qu'Ajoie s'est sauvé. Ça fait 4 ans qu'Ajoie réussit l'exploit de finir dernier. J'aime bien les clubs romans et les qualités de cœur de Valentin Pilet pour frapper des joueurs, mais à un moment donné, ne serait-il pas aussi juste qu'après 4 ans, d'autres puissent tenter le coup, même si Viège, ça semble mort. Alors, on va revenir sur le truc de Ajoie. Nous sommes des grands fanatiques, soi-disant, du HC Ajoie. Ben non, mais encore une fois, la question, tu le disais, Liga 14, finalement, c'est un peu ça. Est-ce que c'est Liga 12, Liga 14, Liga 16, Liga peu importe? On est dans un moment où il y a une équipe... où le championnat de Suisse, finalement, on avait 13 équipes, mais c'était Lugano qui était 13e. Où tu peux te dire, une équipe est un peu pas assez forte pour la National League, mais trop forte pour la Swiss League. Puis j'ai l'impression que c'est ça le souci, finalement. Ouais. C'est que... Puis moi, j'entends complètement sa question. Bien sûr que Ajoie qui est tout le temps dernier, c'est clair que c'est pas reluisant, et je parie que du côté d'Ajoie, ils sont pas très contents. Mais moi, j'ai aussi l'impression, tu parlais de l'Everest juste avant, je pourrais tout à fait imaginer la même analogie. En fait, eux, ils sont déjà au premier camp de base, en étant montés il y a 4 ans, en ayant mis des choses en place. En fait, si tu fais monter quelqu'un maintenant de Swiss League, il repart depuis tout en bas en train de chercher les Sherpas. Et là, eux, ils sont déjà montés un bout. Et finalement, de dire à eux, en fait, vous arrêtez l'ascension, vous avez péniblement commencé. Il y a une équipe qui a 10 km derrière vous. Ils vont essayer de commencer aussi, eux, à monter. Alors maintenant, vous redescendez, les gars. Moi, je vois pas le truc, en fait. Et je me dis, oui, bien sûr, c'est lent. D'un point de vue... si on compare à Cloton, par exemple, qui est monté et qui a assez rapidement réussi à faire quelque chose de plus intéressant qu'Ajoie, mais faut comparer ce qui est comparable. Le problème, c'est que Cloton, c'est pas un problème pour Cloton, c'est un problème pour les autres, c'est que tu es dans la région zurichoise. Donc là, je dis pas que l'argent il coule à flot, mais par contre, c'est quand même un peu plus facile de fédérer autour de toi une région. Et quand ta région, bien sûr, les TDC Lions s'y prennent beaucoup, mais quand la région, c'est l'agglomération zurichoise et même le canton de Zurich et le lac de Zurich, surtout que depuis Cloton, tu vas encore tirer sur Winterthur et dans ce coin de la Suisse, c'est un peu plus simple de générer un peu d'argent là-bas. Et aussi, t'as un pôle beaucoup plus attractif pour les joueurs que Porrentruy. C'est une réalité. Maintenant, est-ce que Viège aurait été beaucoup plus attractif pour les joueurs que ne l'est Porrentruy? Je suis déjà pas persuadé, honnêtement. Et les infrastructures n'étaient pas en place. Et on voit, là, à Joie, ils ont gagné 4-1 cette série contre Viège. Viège qui est, comme tu l'as dit, la meilleure équipe de Swiss League, ou du moins l'équipe championne de Swiss League, qui était le candidat à la promotion. Mais si tu fais monter cette équipe de Viège, mais pauvre ami, ça aurait été compliqué parce que Viège aurait dû aller faire les fonds de tiroir à Ajoie, de joueurs qui auraient préféré quitter Ajoie pour aller à Viège, alors qu'ils avaient peut-être soit d'autres opportunités. Onka, il n'allait pas à Viège, Onka, il allait où il voulait. Les étrangers, je ne me faisais pas de soucis, et on sait quand même que c'est les étrangers qui ont tenu pas mal Ajoie vers le haut. Et au niveau des joueurs suisses, moi, j'ai pas l'impression qu'il y avait des renforts tels que ça allait bonifier à ce point Viège. Et la saison prochaine aurait été très 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 compliqué en débarquant mi-avril sur le marché. Maintenant, honnêtement, je sais pas où ils auraient été Viège. Après, est-ce qu'il faudrait un candidat crédible en bas pour mettre la pression sur Ajoie? Oui, bien sûr, absolument. Ou sur un autre, là on parle d'Ajoie, mais peut-être que l'année prochaine ce sera un autre. Le problème, c'est que si tu descends, en fait, c'est pas assez. Les deux ligues, c'est pas pour eux, la séparation, c'est très difficile. Si Ajoie tombe, pour moi, c'est quasi. Je peux pas parler de faillite du club, mais c'est vraiment compliqué. On pourrait pas dire mais ils peuvent remonter. C'est pas la première ligue en Angleterre et le Championship en deuxième division où il y a quand même, bien sûr, un écart financier gigantesque. Mais on voit des équipes monter, redescendre. C'est pas aussi imperméable que l'est la National League Swiss League. J'ai l'impression, de loin en tout cas. Et là, à Joie, je pense qu'ils auraient de la peine à s'en remettre. Maintenant, si c'était plus simple de monter et de descendre, et le dernier descend, le premier de Swiss League monte, ce serait peut-être un peu moins compliqué. Là, on rappelle, pour monter de Swiss League, il faut grimper à 4 étrangers depuis 2 avant le 15 février en ne sachant pas si tu as besoin de ces 4 étrangers. Donc tu joues tous tes playoffs avec 4 étrangers, dont 2 qui tirent la tronche en tribune.
Déjà là, je suis pas convaincu du truc. Financièrement, il y a quand même un écart. Tandis que si tu n'as pas besoin d'aller prendre la place de l'équipe d'en haut, mais tu montes, ça permet peut-être un peu plus de risqué, quoi. Ouais, de moins avoir. T'as moins à avoir de pognon engagé pour tenter de monter. Donc, moi, je suis honnêtement satisfait que le HC Ajoie soit maintenu en National League. Je pense qu'on l'a dit au début de cette série, ça aurait été une catastrophe pour les deux clubs. Et je pense que Viège, je suis sûr que dans un petit coin de la tête, parmi les dirigeants, ils doivent un peu se dire c'était pas notre moment. Ouais. C'était pas notre moment. On va revenir peut-être à un moment plus tard, à un moment ultérieur. Mais là, c'était trop tôt et on se serait pris une gifle à la promotion. Et donc, personne ne le dira devant un micro, j'ai l'impression. En tout cas, je ne l'ai pas encore lu. J'ai pas fait en sorte qu'on me le dise ou j'ai pas posé des questions dans ce sens-là. Mais je pense qu'ils sont pas forcément si tristes. Et je vois pas, honnêtement, la saison prochaine, un club qui peut avoir les épaules assez solides. Je pense que Chaux-de-Fonds sera forcément une bonne équipe de Swiss League. Est-ce que Sierre va peut-être essayer un petit peu plus de gratter, de gravir les échelons? Est-ce qu'un Holton avec Volvend, avec peut-être un partenariat aussi avec des clubs, va essayer de tenter un peu plus? Kemcho, comme tu disais, ce truc de 2 à 4 est vraiment très très décourageant d'une certaine manière, parce que si tu prends 2 joueurs, il faudrait presque avoir une sorte de licence B avec des joueurs de National League, comme ça tu les mets pas, puis ils viennent juste pour au cas où. Mais encore faut-il avoir les connexions. Je sais pas si c'est faisable ça, si les gars ils se disent ouais mais écoute, moi j'ai fini ma saison là, c'est bon. Imaginez que les clubs en vacances, tu puisses te retrouver avec, je sais pas moi, quand il y avait eu Genève, tu te dis est-ce que tu prends 2 étrangers déjà? Là tout d'un coup, ah ouais, mais pas sûr que Maninen et Artikainen par exemple se disent ouais j'ai plus envie de... Quoique, parce qu'ils sont toujours en train de s'entraîner. Enfin, maintenant, c'est terminé, je crois. Mais ils se sont entraînés encore un sacré bout. Les dirigeants genevois ont dit vous, c'est pas parce que la saison est terminée qu'on va pas continuer de s'entraîner à préparer la saison d'après. Donc, les gars, allez, sur la glace. Ils ont patiné encore un petit peu. Et d'ailleurs, transition toute trouvée, pour parler de 2-3 petites nouvelles. Je propose qu'on fasse directement, vu qu'on est à Genève, on a une question d'un de nos auditeurs concernant le GSHC. C'est Johan Vutrich qui nous dit « Hello les gars, merci pour votre podcast. En tant que supporter du GSHC, ça me fait patienter durant cet été. L'été le plus long du monde, entre parenthèses. » Ouais, depuis le 1er mars, je compatis. Toujours cool de vous écouter. Petite question tout de même par rapport à Charlin. On entend souvent qu'il viendra, sauf si NHL. Alors ok, mais est-ce qu'il y a une date limite où on saura s'il part ou pas? Ou il peut partir en juin, juillet ou même octobre? Merci encore pour vos podcasts et bonne fin de saison à vous. Alors, sauf si je fais une erreur, c'est le 15 juin, la date limite pour signer un contrat en NHL pour un joueur évoluant et étant sous contrat en Europe. C'est pas 15 juillet, c'est 15 juin? C'est 15 juin. Ok. J'avais aussi ce 15, mais j'étais pas sûr du mois. Mais de toute façon, il faut avoir à un moment une date butoir aussi pour que... En fait, c'est à ce moment-là, c'est vraiment le nouvel agreement qu'il y a eu il y a peut-être 3 ans entre la Suisse et la National League, où les joueurs sous contrat en National League peuvent être enrôlés là-bas, c'est jusqu'au 15 juin. Et j'ai relu justement un article qui concernait Theodor Lennström, qui était en pourparlers avec Florida au moment de venir en Suisse. Et sous Omela, c'était la même chose. Il y avait aussi des discussions. Et à ce moment-là, c'était le 15 juin ou 16 juin. On savait en fait que le joueur ne partirait pas en Amérique du Nord et pourrait honorer son contrat en Suisse. Olki Nuora avait quitté Bienne avant le 15 juin. Ludovic Weber avait quitté la Suisse aussi à Zurich avant le 15 juin. Donc ce sera à ce moment-là où on va pouvoir avoir un œil sur la situation de Stéphane Charlin. Je pense que durant le mondial, ça va discuter pas mal parce qu'il y a de bonnes chances qu'il soit là-bas, tu crois pas? Ouais, il fait partie pour l'instant des 3 gardiens. T'as vu cette transition que je te fais là? Ouais. C'est une passe en profondeur. il a de bonnes chances d'aller à Herning. Et je crois qu'il comptait aussi sur ça pour... se montrer. Après, c'est Patrick Fischer qui décidera. L'équipe de Suisse, quand même, qui a gagné son premier match de préparation à Eriza au 4-3 après prolongation, c'est pas
l'équipe de Suisse, évidemment, définitive, et l'équipe de Suisse qui aura Herning risque fort de ne pas être du même, on va dire, calibre que l'année passée. Parce qu'il n'y aura pas beaucoup de joueurs de NHL. Non, ils vont tous faire les playoffs, les types. Ouais, ou alors ils sont blessés. Ils sont blessés à long terme. Voilà. Ou alors ils n'ont pas de contrat comme Pius Suter, alors qu'il est en train de faire une fin de saison incroyable. Donc, lui, c'est assuré un bon paquet d'argent. Hein. Ouais. Et donc, du coup, comme il va s'assurer un bon paquet d'argent, il va sans doute pas prendre le risque. Ou alors, Patrick Fischer est tellement convaincant qu'il dit écoute, Pius, il faut que tu viennes. Mais ça, on le saura au mois de mai, probablement. Donc, et le problème qu'on a actuellement avec l'équipe de Suisse, c'est que, oui, Vancouver, Suter pourrait être à disposition, mais comme tu l'as dit, il va pas l'être. Kourachev pourrait être à disposition, mais si on prend les 10 Suisses de NHL, si on me dit classer de 1 à 10, de celui que tu as le plus envie de voir venir à celui que tu as le moins envie de voir venir, contrairement à Fischer en 10, c'est pas Lian Bixel, parce que lui, il a mis 10 Bixel, il veut pas le voir venir. Voilà. Moi, c'est Kourachev que je mets en 10. Et le problème, c'est que les autres, ils sont tous en play-off, quoi. Ou Romagnosi, où on a commencé à se dire en début de saison, va bien. Ils sont nuls, les Predators, ils sont tout nuls, donc super s'ils peuvent encore faire 2-3 transferts pour des joueurs suisses. Allez, faites venir Fiala, faites venir Timo Meyer à Nashville, comme ça on prend toute l'équipe avec. Le problème, c'est que Romagnosi, il est blessé depuis un moment et on sait pas trop ce qu'il en est, je doute. Après avoir manqué toute la fin de saison, Nashville le libère pour venir. Donc, on aurait une équipe de Suisse plutôt à teneur, on va dire, National League. Il y aura le fameux concept de mais combien de joueurs, de places libres sur le contingent on laisse. On sait que les autres nations le font, mais les autres nations ont peut-être un contingent... La Suisse n'est pas habituée de laisser trop de place comme le fait peut-être la Suède régulièrement ou la Finlande. La Suisse le fait assez difficilement de parier sur une élimination rapide en play-off d'une de ses équipes pour se renforcer. Quand je dis une de ses équipes, en gros c'est New Jersey. Hein. Ouais. Les autres aussi, bien sûr, si Fiala vient parce que les Kings sont éliminés, ou si Winnipeg vient, Winnipeg aussi, je pense qu'il devrait aller un petit bout. Si je peu que je suis la NHL, j'ai pas l'impression qu'ils vont faire des petits playoffs. Mais si New Jersey peut être éliminé, puis que tu as Ishii Fiala et Ishii Meyer et Siegenthaler qui est blessé. Siegenthaler qui est blessé, mais lui, on sait pas aussi, justement, il y a aussi l'incertitude autour de lui. Ça peut quand même te changer l'équipe. Mais en l'état, c'est vrai que l'équipe de Suisse, elle est pas extraordinaire en ce moment. Il y aura encore les demi-finalistes, les joueurs de Lausanne, les joueurs de Fribourg, s'il y en a, les joueurs de Davos, s'il y en a, les joueurs de Zurich aussi. Mais c'est clair, tu rajoutes rien que Malgin, Andrigetto, Kukan. En gros, c'est comme si les Devils se font éliminer, quoi. À peu près, ouais. T'as un centre, un ailier, un bon défenseur. Alors, bien sûr, à un autre niveau, mais un sacré niveau déjà. Après, du côté de Davos, il y aura Ambul qui va venir. Il n'y a pas le choix. C'est pas une blague, il va être convoqué. Donc, quand on est convoqué, on va. Ça s'appelle une convocation, c'est pas pour rien. Donc, Ambul va être convoqué par Fischer comme tous les joueurs qui étaient présents à Prague l'année passée et médaillés obtiennent d'office, s'ils sont en santé, une convocation pour l'année d'après. Ça veut pas dire pas une sélection pour le mondial, une convocation à la préparation pour dire voilà, merci, tu étais là l'année passée, tu as participé à cette épopée, donc viens prouver que tu es toujours au niveau pour venir au Danemark. Donc, Ambul va recevoir une convocation pour son éventuel mondial le 30e, non, c'est le 20e pour lui. En tout cas, il a marqué pour son dernier but, il a marqué son dernier but en National League à l'occasion de son dernier match avec Davos. On avait prévu, il y avait les équipes Netflix qui étaient là, c'est lui qui marque le 3-6, après il y aurait eu des gros plans sur lui, juste après il y a le 4-6, c'est parfait, le scénario est idéal. Après, il y a juste eu un petit problème sur le 5-6 et le 6-6 du côté de Netflix. Donc, malheureusement, la série ne va pas sortir, j'imagine. Mais si c'est lui qui avait lancé la remontée davosienne, puis il aurait gagné 1-0 à Zurich avec un but d'Ambul, évidemment. Si c'était sur Netflix, ça aurait été comme ça. Malheureusement, dans la vraie vie, ça c'est malheureux. Ça ne s'est pas passé comme ça pour Ambul. Donc, effectivement, mais ça lui donnera un petit peu de temps pour se reposer et éventuellement de rejoindre l'équipe de Suisse. En vitesse, on ne va pas faire la liste des joueurs, mais je trouve intéressant en goal. Justement, il y a déjà Charlin, Jelani, Weber. Ouais. En théorie, tu pourrais même te dire si tu pars au Danemark avec ces trois-là, on n'est pas si mal. On va partir au Danemark avec ces trois-là quasiment. Moi, je te dis quand même Kevin Pache. C'est le seul, c'est pour ça que je te dis ça. Ouais. Parce que Béra, non. Est-ce que Charlin ou Weber doit se dire... parce qu'on sait qu'en fait, historiquement, il y a toujours ce rôle de troisième gardien qui est là pour un petit jeune qui vient découvrir, qui vient humer le vestiaire et sentir un mondial comment ça se passe. Mais là, Charlin, qui est quand même un petit jeune, qui a
qui est quand même qui a pas fait de mondial. Aussi, hein. Il y a Schliemann, Weber aussi. Est-ce que lui il va aller à un mondial ou pas? Charlin, je pense. Weber, c'est mon point d'interrogation. Oui. Mais en même temps, Charlin, l'image en équipe de Suisse, il n'a pas été extraordinaire durant la préparation non plus. Donc ça va être intéressant de voir ce qui se passe. Et comme tu dis, Schliemann, si on remplace Charlin et Weber par Schliemann et Pache, il n'y a rien à dire. Si on laisse Weber et Charlin et on laisse Pache et Schliemann à la maison, bah. Alors, si on a Schliemann, Pache, Giannoni, ça veut dire qu'on met une barre à 1m82. On veut pas des gars plus grands ou un truc comme ça. On a quand même 3 gardiens. Ce qui peut être intéressant avec Charlin, c'est aussi simplement d'avoir un autre gabarit. Mais je suis d'accord avec toi, il n'est pas aussi étincelant qu'il l'a été avec Langnau. Dernière chose sur l'équipe de Suisse, moi il y a 2 joueurs que je me réjouis de voir évoluer dans ce contingent et ce cadre. C'est qu'il y a toujours il y a souvent une surprise. Qui est le jeune que Fischer va prendre avec lui? Et pour moi, il y a 2 noms. C'est 2 défenseurs. Dionisio Et Jensen. Ouais. Les 2 peuvent avoir ce profil-là du joueur à qui on donne une petite chance de venir au championnat du monde. Et Dionisio, il offre un but à la Slovaquie, mais il a un jeu à risque, donc on le sait. Et en attaque, je vois moins de candidats aussi évidents que lui. Et même s'il venait à prendre un Rohrbach pour jouer sur sa 4e ligne, ce serait pas le coup du petit jeune à qui on fait voir le vestiaire. Mais l'histoire du gars qui part d'Ajoie, là, qui hante les jambes et qui finit en équipe de Suisse, moi je suis là pour l'écrire en tout cas s'il faut. Et il y a, je crois que c'est Klaus Saug dans Watson qui écrit que Rohrbach, il a encore une année de contrat avec Langnau. Il va très probablement pas rester parce que alors il faut pas être trop faut pas trop se projeter, mais forcément que des gros calibres de National League se disent un attaquant droitier qui a marqué qui a fait une super saison. Maintenant, est-ce que c'est cette saison il a vu Jésus et la saison prochaine sauf que comme les contrats se négocieront sans doute dans il y a un GM qui va se faire avoir. On va pas se mentir, il y a un GM qui va se faire avoir. C'est écrit, non? C'est rien contre Dario Rohrbach, mais la saison, l'écart par rapport à la moyenne, rappelle-toi Nathan Marchand, où il fait une saison à plus de 20 buts, et après il revient dans sa norme, on va dire. Ça veut pas dire que c'est un mauvais joueur, mais ça veut juste dire que c'était une exception dans sa carrière. Et on a parlé de Dionisio, du coup on fait encore une dernière petite transition magnifique pour parler du HC Bienne. Qui a annoncé plein de choses. Ouais, mais 3 joueurs, 2 étrangers et puis Chaika, c'est ça, qui sort d'une saison pas si mal que ça en championnat de République tchèque, c'est juste? Ouais, exact. Tchéquie, qu'est-ce que plus de 20 points, plus de 25, quelque chose comme ça. On se souvenait de lui pour avoir joué à Genève, mais surtout pour avoir joué à Rapperswil, je dirais. Pour être passé dans le vestiaire lausannois dans le cadre du trade Vermin, Boltzhauser, Boson, Maillard, toute cette équipe-là. Il est passé à Lausanne furtivement, on va dire ça comme ça. Il a joué 2 matchs à Lausanne, puis envoyé au Ticino Rockets, puis Ambry quelques saisons, ensuite Rapperswil. La saison passée, il était à Winterthur, 8 matchs, mais surtout à Rapperswil, comme tu l'as dit, 5 points en 42 matchs. C'est pas un joueur qui va nous révolutionner les championnats de Suisse, mais c'est créatif de la part de Steinegger d'aller chercher ce joueur, parce que malgré son nom, c'est un joueur à licence suisse, vu qu'il avait fait ses classes il a commencé du côté des Pikes de Thurgau, le fournisseur officiel des joueurs de l'Est dans le championnat de Suisse. Après, il est parti à Zug, il a été en Amérique du Nord avant de revenir, une saison en Amérique du Nord avant de venir à Genève. Il a bourlingué, hein? Ouais, absolument. Et puis là, il était au Mlada Boleslav, 24 points en 47 matchs. C'est un joueur de 24 ans, donc il est quand même encore en train de se développer. On est dans un marché qui est difficile, on est dans un marché où il y a peu de joueurs suisses libres. C'était un joueur suisse libre, mais il fallait être créatif, il fallait avoir l'idée, mais je pense que l'idée, l'agent est là pour te le rappeler que c'est une bonne idée si tu penses que c'en est une. Faut prendre le risque aussi, et je trouve que ça se tente. Tu sais, quand tu dis, il y a un club qui... Alors, se faire avoir, ma transition est pas excellente parce que c'était pas pour dire se faire avoir, mais je pensais à Rohrbach et me dire tiens, Bienne par exemple, pour franchir un cap supplémentaire et de se dire le marché est sec et je dois remplacer peut-être à terme un joueur suisse, un Damien Brunner. Il y a Luca Kunti qui sera plus là, alors Kunti est centre, donc je pourrais imaginer qu'il y en a d'autres, Rohrbach est ailier, mais ça pourrait être un gars que Bienne a entouré, par exemple.
je me dis que ça pourrait faire sens. Ouais, absolument. Et on parle des deux autres. Silfgaard et Linus Hultström. On va commencer par Silfgaard, qui a été en rumeur pour venir en Suisse déjà à la fin du mercato hivernal, on va dire ça comme ça. Ailier, 32 ans, qui débarque de Växjö, suédois qui a des attaches avec Philander, j'imagine, tôt ou tard. J'aime bien ce profil de ce que j'ai lu depuis que son nom a été annoncé en rumeur en Suisse. Je me suis pas mal intéressé à lui, pas mal, tout ce que j'ai pu. Ça reste des téléphones à des amis en Suède. Et voilà, donc je suis pas en train de dire que je le connais par cœur. Mais c'est un joueur qui est capable de jouer sur les deux ailes. C'est un gros gabarit. C'est un joueur grand et gros qui est capable de... Et il sait jouer au hockey, contrairement à d'autres. Une petite référence là derrière. C'est un ailier, c'est un buteur, c'est un power forward. Je pense que c'est intéressant comme signature, en tout cas de mon côté. 12 points avec Växjö, là, tu disais cette saison. Je me rappelais pas qu'il avait joué en AHL. Cette saison-là, mais la saison d'avant, là, 23 goals. Il doit remplacer, tu dirais qu'avec un profil de buteur, ce serait plutôt pour remplacer Poniemi, finalement, du côté absolument de Bienne. Et puis, je trouve que c'est bien. Ils ont beaucoup de jeunes à Bienne. Hein. On avait mentionné les M20, avec Blessing qu'ils ont... prolongé, ou en tout cas à qui ils ont fait signer un contrat, je crois, de 3 ans. Exact. Dionisio, faudra voir. Enfin, ce Bienne 25-26 peut être très intéressant à voir évoluer si Gaëtan se retrouve peut de nouveau rejouer après sa commotion. Ouais. Je me dis qu'il y a peut-être un véritable vent nouveau qui peut être entamé avec... quelques jeunes, parce que Johannes Schwander, tu le fais jouer, ou est-ce que tu le laisses peut-être, je sais pas s'il va partir en Amérique du Nord, en Suède, peu importe, ou est-ce que tu lui donnes une place, mais je trouve que ça voudrait dire que tu dois le faire jouer dans une ligne à caractère offensif, et si tu veux aller un petit peu plus loin, c'est difficile quand même de donner à un joueur de 16 ans autant de responsabilités. Maintenant, s'il les mérite, c'est encore autre chose, mais... Ce qui est intéressant dans cette signature, c'est qu'on parle quand même d'un joueur de 25 ans, qui est encore en progression. C'est un joueur qui vient de tenter sa chance en Amérique du Nord. Là, il a joué une 30aine de matchs à Springfield. Il est revenu en cours de saison, donc visiblement c'est pas pour lui, mais il a des envies d'ailleurs, parce qu'il a tout le temps il a joué tout le temps en Suède. C'est un ancien, il a fait toute sa formation du côté de Malmö. Après il a un peu bourlingué justement entre Växjö, il est revenu à Malmö, il est reparti, voilà. Puis il y a eu cette saison en Amérique du Nord, 35 matchs, 21 points en AHL, ça fait pas forcément rêver, mais les 23 buts de la saison d'avant, les 41 points dans 17 buts de la saison d'avant, à chaque fois en Suède, c'est des belles références, je trouve. Donc Marcus Silfgaard, c'est pour moi une bonne signature de ce que je lis et de ce que j'ai entendu des personnes qui m'ont parlé de lui. Puis Linus Hultström, on a un gars qui fait 42 points en 52 matchs, défenseur. Oh, j'allais dire, il faut préciser qu'il est défenseur. Ça a l'air d'être il fait quoi, 1m80 à peu près, hein, pour 90 kilos, donc il a quand même un gabarit, il doit être capable de bien tenir sur ses patins. Il a joué quelques matchs aussi, 2 saisons en KHL, mais là, il a un peu fait la saison référence pour lui. Il est de 92. Il était assistant à Linköping, donc quelqu'un qui peut avoir des responsabilités. Il va très vraisemblablement remplacer... tu dirais Victor Löw. Je pense que Löw sera plus là, et puis il y a Kovenko non plus, parce qu'il y a Laaksonen aussi, Oskari Laaksonen, qui est censé débarquer de Luleå, mais là il était blessé, il a pas terminé un match très récemment, donc je pense qu'ils sont aussi un petit peu en train d'attendre sa fin de saison et de voir comment il va, mais donc oui, il y aura deux nouveaux défenseurs, et c'est intéressant, je trouve que l'effet domino de cette signature là avec Dionisio, et pas l'effet de Dionisio justement qui est revenu d'Amérique du Nord en Suisse, qui a fini la saison à Bienne. Est-ce qu'il va rester à Bienne? Est-ce qu'il va repartir en Amérique du Nord? Il était drafté par Anaheim, mais Anaheim allait l'envoyer en ECHL au moment où il est venu en Suisse, donc est-ce qu'ils sont en train de se dire lui on sait pas trop ce que ça donne? Je sais pas, mais en tout cas Linus Hultström, ça peut être un joueur qui te tient un premier powerplay déjà clairement, et
Défenseur offensif, c'est clairement plus le profil justement d'un Yakovenko qui va probablement pas rester, vu qu'il y aura ce Laaksonen aussi qui va débarquer, comme je l'ai dit avant. Je vois pas dans quel monde le Bien peut partir avec encore un troisième, hein. Ça me semble pas possible. Et donc Ullström il était en discussion avec pas mal de clubs suisses, de ce que j'ai entendu, donc je pense que c'est une belle signature. Je pense vraiment que c'est une belle signature. Et c'était par les étrangers que Bien allait pouvoir changer son visage de toute façon. Donc je suis assez convaincu par ses choix. Et donc là, je l'ai évoqué, Oskari Laaksonen, donc finlandais, défenseur, 25 ans. Aussi un solide gabarit, 1m85, une 80 de kilos, aussi un défenseur offensif. Il a 18 points en 24 matchs à Luleå. L'année passée, il en a 29 en 52 matchs. C'est un joueur qui a pas mal bourlingué aussi. Il a été Déjà, pourtant, il est assez jeune. Hein. Il a commencé sa carrière en Finlande. Il a fait 2 clubs. Après, il est parti 2 saisons en Amérique du Nord, 2 et demi même, pour revenir à Luleå en 23-24. Lui aussi. Moi, je pense que les deux sur le papier, mais là, c'est dur de trop être catégorique sur des joueurs comme ça, mais sur le papier, moi, j'aime bien la courbe, à savoir des joueurs assez jeunes, surtout Sylvegaard et Laaksonen, Ullström un peu plus expérimenté. Je trouve que ça fait assez sens dans le puzzle, on va dire. Et Beat Forster a été prolongé dans son rôle d'entraîneur assistant. Le HC Bien, là, il nous fait une sorte de calendrier de l'avant, des annonces. De l'après-saison. Ouais, le calendrier de l'après, effectivement, c'est assez bien vu. Ou de l'avant, parce qu'après la saison, c'est déjà avant la saison. Hein. Et donc voilà, merci à eux de nous amener un petit peu de contenu. Ça nous a permis de faire un petit détour par Bien durant cet épisode. Donc on a parlé de tout le monde, un peu de Charlin, un peu de Bien, Ajoie, Fribourg, Lausanne. Et on reviendra surtout la semaine prochaine. C'est la fin de cet épisode numéro 38 de la saison 7 de Colfax. Merci pour votre fidélité. Merci pour les gentils mots qu'on reçoit. Merci pour les questions. Merci pour les remarques. C'est toujours un grand plaisir. Merci aux gens qui sont venus dire bonjour avant le match que j'ai croisé avant le match à Fribourg. Merci aux gens qui viennent spontanément dire bonjour quand je bois mon café. Ça fait toujours plaisir aussi. Ça arrivait ce matin avant l'épisode. Ah, tu vas enregistrer l'épisode? Oui. C'était star, attention. Alors, je suis pas du tout en train de dire ça, mais en période de playoff, les gens ont envie de parler de hockey et on est toujours là pour ça. Donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait ce podcast. Donc, c'est super. D'ailleurs, le match 7, Roland Gay était extrêmement heureux que la série de Zurich se soit déjà terminée parce que ce sera un match à suivre en Free TV sur les plateformes. Là, ça va être un joli carton d'audience probablement. Ouais, ça va être un carton d'audience, c'est clair, et ça sera sur toutes les chaînes en Free TV. Tu disais télé bilingue, la télé, les Monts Bleus. C'est une super nouvelle pour le hockey, c'est une super nouvelle pour ce sport qu'on aime bien mettre en avant, donc tu as raison, bien vu d'en parler. Nous, on se réjouit de débriefer ce match numéro 2, déjà on se réjouit de le voir, oui. ça commence par là, et accessoirement de le débriefer, et surtout, on se réjouit aussi de savoir comment va se passer la finale, parce qu'au-delà du nom de l'adversaire, ça va dépendre. Si Lausanne passe mardi, on est à Lausanne pour le match 1, ça commence mardi, on est bien d'accord. Absolument. Hein. Traditionnel, mardi, jeudi, samedi. Voilà, et si Fribourg passe, on est à Zurich pour le match 1. Donc ça change aussi un petit peu la donne. Alors tu me diras niveau organisation, ça va, on n'est pas en NHL à choisir entre la Floride ou la Californie. Mais ça change aussi un petit peu la donne et on se réjouit de voir quelle est l'affiche de cette finale, quel moment on va s'en sortir. Puis on se réjouit de débriefer ça en votre compagnie dès lundi très probablement. D'ici là, portez-vous bien, abonnez-vous à nos différents canaux sur Spotify, sur YouTube, Apple Podcast. On est présent sur Twitter, Facebook, Instagram, Twitter ou X, comme on a toujours dit Twitter, on va toujours dire Twitter, oui. On va se comprendre. Et abonnez-vous, parlez de nous autour de vous, ça fait toujours plaisir d'avoir des nouveaux auditeurs, et moi j'aime bien essayer de demander aux auditeurs comment vous nous avez connus. Alors, souvent c'est quand même le bouche à oreille, donc on se rend compte que vous êtes notre meilleur public, notre meilleure publicité. Donc merci beaucoup et à la semaine prochaine. À bientôt.